61. Bonsoir. Bonsoir. Voici graphisme.design en direct de l'atelier de Johan Duruck à Montreuil. Je suis Félix Müller et avant de donner la parole à Johan, j'ai quelques informations à vous faire passer. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Camille Baudelaire a accepté de reprendre sa conférence. Rendez-vous donc dans 15 jours, le jeudi 10 décembre à 19h. Ce sera la dernière conférence ce semestre. Les commentaires critiques qui sont demandés aux inscrits, aux inscrites de Paris 8 sont à rendre le mercredi 6 janvier au plus tard. Je vous ferai un mail à ce sujet pour confirmer cette date, puis vous pourrez m'envoyer les travaux par email sous forme de fichier PDF. Le prochain semestre, nous allons vous proposer 3 conférences également. La programmation vous sera communiquée dès que possible sur ce compte Instagram et aussi sur le site graphisme.design. Comme la dernière fois, notre transmission sera coupée au bout d'une heure, mais nous reviendrons tout de suite après, donc restez connectés et nous reconnecterons tout de suite. Ce soir, j'ai donc le grand plaisir de présenter Johan Duruck. Après sa formation en art et technique à l'école d'Estienne, en art et technique de communication à l'école d'Estienne, Johan a obtenu en 2001 une place d'étudiant-chercheur à l'ANRT, l'Atelier national de recherche typographique. Ensuite, il a séjourné à Rome pendant 1 an à l'Académie de France Villa Médicis. Il y a développé un projet artistique avec un écrivain, un photographe et un philosophe. En 2005, Johan a rejoint l'agence March Design, où il a travaillé pendant 6 ans en tant que directeur artistique. Il y a piloté des projets d'identité visuelle, de presse et de signalétique. En parallèle à son activité en agence, il a longtemps enseigné le design graphique à l'ESAD, l'École supérieure d'art et de design d'Amiens. Et il est intervenu ponctuellement à Sciences Po de Paris et à plusieurs universités. Aujourd'hui, Johan travaille à son compte. Il enseigne le design éditorial print et digital en DSAA à Montreuil et il prépare une thèse de doctorat en épigraphie. Voilà, c'est à toi, Johan. C'est ça. Merci Félix, bonsoir tout le monde. Bon, écoutez, d'abord, un grand merci de me recevoir pour ce format étonnant, un peu intimidant. J'espère que ça va bien se dérouler. Et puis évidemment, vous posez vos questions en fin de séance. Je serai ravi, heureux d'y répondre si besoin. J'ai commencé le petit post, j'avais intitulé la conférence graphiste à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Je ne sais plus. C'est pas parce que j'ai une longue carrière derrière moi, hein, c'est simplement parce que je considère que maintenant, je vais avoir 42 ballets en décembre, voilà, bientôt. J'ai vécu plusieurs étapes et plusieurs vies de graphiste, et très différentes en fait. Et je m'aperçois maintenant que finalement la carrière d'un designer, ça peut être aussi ça. Changer, donc tu énumérais un peu le parcours, je vous montrerai des travaux qui ponctuent et qui jalonnent un petit peu ce circuit-là, étudiant, début d'activité, jeune professionnel, retour à la résidence, 30 ballets, le travail d'agence, et puis maintenant retour à l'indépendance, et puis effectivement, pourquoi pas entamer une thèse l'année prochaine, c'est-à-dire redevenir étudiant à 40 ans. Voilà. Donc je vous propose de regarder quelques boulots un peu clés de ces deux décennies, et puis voilà. J'ai un cadeau là. Un petit cadeau, tout simple. Puisque mon garçon s'appelle également Félix, j'avais fait ça à sa naissance, donc ça c'est pour vous. Merci. Ces petites images que vous connaissez, j'imagine. Félix le chat. Ouais. Tiré des BD de Pat Sullivan, c'était des super bandes dessinées des années 30, imprimées en typo.
Je vais commencer à les collectionner un peu. Imprimés en 2 couleurs. Elles sont un peu vieillottes, je ne sais pas si on les voit bien, ça va. En orange et bleu. Non, tout ça, bon, c'est une petite gag, tout ça pour vous parler de la bande dessinée pour commencer. Parce que moi, je ne voulais pas être graphiste, bien évidemment, je ne voulais pas être designer, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai découvert un peu tard, alors que j'étais déjà embarqué dans des études de design, mais comme tous les étudiants que je rencontre chaque année qui me donnent leur motivation pour s'inscrire en design graphique, tout le monde me dit toujours, j'ai toujours dessiné, j'ai dessiné depuis tout petit, j'adore le dessin, etc. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe quand même, moi je trouve, quand on aime dessiner, à ce moment-là, il faut devenir dessinateur, il ne faut pas devenir graphiste. Quand on aime la photo, il faut devenir photographe, pas graphiste. Et moi, j'ai été dans cette contradiction-là, et jusqu'à mes 18-19 balais, je n'avais qu'une envie, c'était de faire de la bande dessinée. J'ai fait ça avec des copains, au collège, au lycée, et puis même un peu plus tard, on a tenu une sorte de fanzine, dont je ne parle pas beaucoup, assez rarement. J'en suis à la fois très fier et en même temps j'en ai un peu honte. Ce sont des boulots d'adolescents ou de post-adolescents. On était 4-5 copains en Bretagne à faire ça. Et malgré le caractère complètement improvisé de la chose, on essayait de se tenir à une forme de régularité pour produire ce petit canard, ce petit fanzine imprimé en photocopie sur du papier de couleur. Mais c'était ça. Et moi, je me voyais déjà continuer et puis passer du fanzine à une activité professionnelle de designer. On a même été à Angoulême une année, donc c'est pour vous dire que même un truc aussi foutraque que ce canard-là avait aussi une petite existence. Ça coûtait rien à fabriquer. On en imprimait une centaine, 200, on les vendait à prix coûtant et à chaque fois on les vendait, donc ça marchait très bien. Il n'y a pas un éditeur aujourd'hui qui peut se vanter d'avoir les chiffres qu'on a eus à l'époque, quoi. Bref, donc ça c'était l'épisode bande dessinée. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis inscrit en design graphique à l'époque. J'ai commencé à Quimper en BTS et quand je suis arrivé à Estienne, c'était donc pour le post-BTS, c'est-à-dire ce qu'on appelle le diplôme supérieur d'art appliqué. Et je me suis donc orienté vers une spécialité de communication visuelle. Et ce DSA s'appelle maintenant stratégie, je ne sais plus quoi. Je sais que les étudiants l'appellent publicité entre eux. Ce qui n'est pas toujours très très sympathique, mais bon. Et je ne me suis pas orienté vers la typo, ce qui est encore un autre choix un peu étonnant. Mais j'ai découvert la typographie à Estienne, surtout en allant voir plutôt ce que faisaient les collègues, les confrères, dans la salle d'à côté. Et c'est là que ça a commencé à me titiller. Donc je passe un peu sur les années estiennes, très intéressantes, mais j'ai senti que je ne pouvais pas aller bosser tout de suite si je ne me formais pas véritablement à la typographie. Et donc l'opportunité, je crois qu'il y a une prof qui a eu l'intelligence de me dire, écoute, c'est pas foutu, tu peux encore t'inscrire dans un post-diplôme à Nancy. Et c'est donc l'atelier national de recherche typographique où j'ai postulé. Et donc je vais commencer par vous présenter un boulot de l'ANRT. J'avais donc une vingtaine d'années. Alors, est-ce que c'est visible? Ouais. Et puis je vais prendre un petit document aussi en plus. Cette année-là, je me suis posé la question un tout petit peu innocente, mais qui m'a amené relativement loin, c'était d'essayer de comprendre, en tout cas de chercher si la matière typographique, le matériel typographique, dont je connaissais un peu la structure et puis les rudiments du dessin, pouvait aussi avoir une transposition dans un espace tridimensionnel et avoir une structure plus à même, en tout cas plus en phase avec une lecture en mouvement et en déplacement. Ça, c'est quelques vues de l'ANRT, en tout cas à l'époque. Maintenant, ils ont déménagé. Certains d'entre vous doivent le savoir. C'est toujours à Nancy, mais le directeur a changé et les locaux ont changé. Donc ça, c'était les locaux aux alentours des années 2000 à peu près. Et voilà où on était installé dans l'école des Beaux-Arts. C'était une superbe petite salle. On était 6 ou 7 chercheurs. Et moi, j'étais installé ici. Est-ce que c'est assez lumineux? Ça va? Ouais. Bon. Et dans cette recherche-là d'espèces qu'on peut résumer par typographie en volume ou en tout cas signes tridimensionnels, la première partie du travail a consisté à simplement très simplement, avec les moyens de l'époque, c'était très low-tech, les appareils photo, caméra numérique, c'était vraiment pas très bon.
Mais je travaillais simplement, j'ai travaillé sans ordinateur pendant quasiment un an, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et je m'amusais avec des morceaux de métal, des morceaux de bois, à les planter dans un plateau tournant pour essayer d'observer des formes en volume et en situation de mouvement. Pour essayer simplement de me créer une sorte de catalogue de formes, très basique. Oui, c'est des droites, etc. J'ai essayé avec des arcs de cercle. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais globalement, l'idée était de commencer à collecter et puis de rassembler un catalogue de comportements des formes dans l'espace, pour ensuite pouvoir réexploiter ce travail dans quelque chose de plus, évidemment à plus grande échelle, et puis qui supporte la lecture, qui supporte du sens. Donc j'étais bricolé avec ça c'est de la paille en plastique, 3 fois rien, mais simplement pour... je ne suis pas sculpteur non plus, donc je découvrais beaucoup de choses sur la perception du volume. Et puis parmi cette petite mise en bouche, je travaillais aussi quelquefois sur des formes, plus ou moins intéressantes, peu importe. Et je vais vous montrer une petite vidéo là, ici. Est-ce que c'est visible? Ouais. Et là, j'ai commencé à peaufiner un tout petit peu ces objets. Là, au départ, c'était uniquement des modules, c'était complètement abstrait, on n'était pas vraiment dans la typographie. Et là, j'ai essayé d'être un peu plus intentionnel, c'est-à-dire de mettre en scène des modules qui provoquent de la lettre. Et du coup, c'était la grande époque où on parlait du multiple master, ça n'existe plus maintenant, mais on parlait des fontes variables un peu avant l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut être à la fois linéale et didone, est-ce qu'elle peut être géométrique et humaniste, est-ce qu'elle peut avoir un axe sans avoir d'axe. Et donc toutes ces petites expériences comme ça m'amenaient moi à commencer à emmagasiner suffisamment de savoir et de compréhension du matériel pour ensuite agir à plus grande échelle. Je me suis intéressé à la structure de la gothique également, que je découvrais. Donc ça, c'est une planche de Dürer qui est assez fameuse. Et très rapidement, dans cette gothique extrêmement modulaire qui est proposée par le graveur, et ici, moi j'ai vu immédiatement une transposition tridimensionnelle. Ces carrés, au lieu d'être obliques ou tronqués, on peut très bien avoir exactement la même, presque j'ai envie de dire le même ductus, en tout cas la même couleur typographique, en disposant ces carrés spatialement dans un espace qui est capable de l'accueillir pour provoquer le signe. Donc voilà, tout ça est resté à l'état d'esquisse. Je ne suis jamais allé au bout d'un alphabet parce que ça n'a pas d'intérêt, mais je trouve, quand je regarde ces croquis là, de l'époque, qu'il y a un système qui commence à émerger, qui pourrait être exploité, pourquoi pas. Je m'étais construit une sorte de matrice tridimensionnelle, un cube évidé, dans lequel je rentrais des facettes qui étaient laissées libres ou obstruées selon que je voulais provoquer tel ou tel signe. Donc ici, vous voyez que la vue optimale, c'est le chiffre 2, là, qui est ici. Et puis l'ensemble des points de vue de ce signe, quand on en fait le tour à la fois horizontalement et en même temps quand on adopte un point de vue un peu plus zénital sur le signe. Et après, je suis allé l'installer carrément dans un espace pour voir comment, physiquement, en déambulant, on pouvait avoir la perception de ces signes-là. Donc ce sont des couples de signes. À chaque fois, il y a écrit, donc il y a le chiffre 2 et puis le signe de multiplication. Et je l'ai répété 3 fois, 2 fois 2 fois 2. Et chaque signe offre un point de vue de lecture, et pendant ce temps-là, les autres signes sont complètement déconstruits. Et pour voir le troisième couple de signes 2 fois, ici, à ce moment-là, il fallait être au-dessus d'un puits pour regarder c'est une espèce de petite installation, mais moi, ça me servait surtout de test à grande échelle, quitter un peu la toute petite échelle du studio, du labo, et voir comment ça se comportait dans un espace réel, quoi. Et puis dernière phase du travail, après je vais en rester là, j'ai travaillé la même chose, mais non plus avec des facettes, mais avec simplement ce qu'on pourrait appeler un contour filaire. Encore une fois, ce sont des pailles de cocktail, hein, ça ne m'a pas coûté très cher cette affaire-là. Et à nouveau dans une matrice, pour pouvoir avoir quelques repères dans l'espace, j'ai commencé
j'ai commencé à travailler sur... Voilà, je vais vous montrer ça. Pareil, ça se comporte bien. C'est un peu lent. Donc j'avais emprunté un plateau tournant de bijoutier. En fait, c'est ce qu'on trouve dans les vitrines des commerçants. Et puis j'avais un petit studio photo, un peu de lumière, un pied photo. Et je passais mes journées à essayer de trouver des solutions pour chacune de mes lettres. Alors, est-ce que vous le voyez venir ou pas? C'est pas facile. Hein. C'est marrant, mais il y a un moment où on le comprend. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. Le signe apparaît d'un coup, boum, et se pose. Et à ce moment-là, on n'est plus effectivement dans une forme qu'on maîtrise pas, mais le cerveau va aller, hop, tac, chercher une lettre en disant ah ça je connais, c'est un B, bon ok, on peut passer à la suite. Et du coup je l'ai installé dans une sorte de un grand mur avec un escalier qui montait. L'escalier est pratique parce qu'on connaît la pente, on connaît l'emplacement de chaque personne, on connaît même à peu près leur vitesse de montée, donc c'était assez facile pour moi de pouvoir anticiper la progression de l'observateur en fait. Et donc j'ai installé une ligne de signes comme ça dans l'espace. Et je vais vous montrer, malheureusement la vidéo est aussi de piètre qualité, je m'en excuse parce que c'était à l'époque, et puis quand on est étudiant à 20 balais, on ne pense pas du tout à faire des traces un peu durables, et c'est dommage, mais c'est tout ce que j'ai de cette installation-là. Donc ça c'est le point de vue quand on monte. Voilà. Bon. Donc le mot anamorphose, qui est un peu tautologique, j'aurais pu écrire autre chose puisque ça aurait été plus intéressant je pense, mais bon, n'importe, je ne me souciais pas de ça à ce moment-là. Et ça a duré quoi? Ça a duré quelques semaines, c'était très fragile, le temps de faire quelques photographies, de faire la petite vidéo que je viens de vous montrer, et puis hop, disparu. Donc voilà mes années à la NRT, c'était une année formidable. Donc j'étais sous la direction de Peter Keller à l'époque. J'avais comme enseignant des gens que vous connaissez sans doute. Jean Widmer était avec nous, Hans-Jörg Gunziker aussi était là, Philippe Millot, André Badinger était là. Et j'ai surtout rencontré un très bon copain qui allait devenir lui-même le directeur de la NRT aujourd'hui, c'est Thomas Huot-Marchand. On était dans la même promo et puis on a fait une très belle année ensemble. Et moi j'ai découvert franchement plus que la typographie, parce que bon, c'était un peu le but du jeu, mais j'ai surtout découvert la recherche, quoi. Et ça c'est quand même encore plus intéressant je pense comme apport cette année-là. Et puis le luxe de ce cadre-là, d'être pendant un an dédié à des petites choses, vous voyez, moi j'étais auprès de gens qui me disaient voilà, cherche, tant pis si tu trouves pas, c'est pas grave. Et puis dès que tu trouves un truc, tout de suite tu le publies, ne sois pas avare, ne retiens pas cette information-là. Et je pense qu'ils ont posé quelques petits germes, petites pierres qui aujourd'hui me sont très très utiles pour le projet que je vais démarrer, c'est-à-dire un projet de recherche fondamentale vraiment universitaire cette fois. Voilà pour la NRT. Bon, et puis il me reste quelques... Je vous ai montré c'est ce que j'avais imprimé à l'époque. Tu peux monter un petit peu. Je monte un petit peu. J'en ai pas fait beaucoup malheureusement, donc ceux-là sont assez collector. Ça va? Bon, c'est ce qu'on a vu, hein. Mais c'est bien quand c'est fixe aussi, je trouve. Voilà la NRT. Et puis ensuite, je discutais avec Peter Keller, parce qu'après cette année-là, moi j'avais surtout pas envie d'aller bosser.
repoussait évidemment, comme peut-être beaucoup, et je lui ai demandé est-ce qu'il y a un endroit pour continuer ce travail-là. À l'époque, les années de recherche c'était 1 an, maintenant c'est passé à 18 mois et je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir plutôt 1 an et demi pour travailler. Un an c'est un peu court. Et à ce moment-là, Peter Keller me glisse une très bonne idée à l'oreille. Il me dit écoute, il y a un endroit pour continuer ces recherches-là, c'est de partir à Rome, tu postules à l'Académie de France, et puis là, tu auras à nouveau 1 an pour travailler. Ce sera plus dans un cadre avec des enseignants, avec des ateliers, etc. Mais bon. Et voilà, et j'ai candidaté, j'ai postulé, j'ai eu la très bonne surprise d'être accepté. C'était un peu contre toute attente. En tout cas, je n'avais pas fait beaucoup de plans sur la comète, mais quasiment 1 an plus tard, donc j'étais très très jeune comme pensionnaire, il faut savoir, les pensionnaires ont plutôt une trentaine d'années quand ils arrivent à Rome, ce qui est assez normal aussi. Moi j'ai plutôt fêté mes 25 ans là-bas, je crois. Et il s'est passé quelque chose d'assez classique, c'est que le projet avec lequel j'avais l'intention de travailler à Rome, je n'y ai jamais touché en fait, parce que quand on arrive quelque part, on se laisse évidemment contaminer, impressionner par les autres pensionnaires, par la ville, par le lieu. Et donc, ce travail-là que je voulais développer sur les typographies anamorphotiques, puisque je les avais appelées comme ça, ça en est resté là et c'est très bien. En fait, j'ai pas repris et j'ai préféré faire autre chose, un projet collectif avec 3 autres pensionnaires que j'ai rencontrés là-bas à Rome. Donc tu en parlais tout à l'heure, Félix, Ludovic Michaud, photographe, Bastien Gallet, philosophe, écrivain, et puis Arnaud Bertina, écrivain également, romancier. Et on a fait un bouquin, on a fait un livre à Rome, et je pense que c'était la bonne chose. On voulait absolument travailler à 4 mains, à 8 mains même, puisqu'on était 4. Et au départ, il était question de faire une exposition collective, et puis en fait, on s'est rendu compte que le meilleur support, le meilleur endroit, réceptacle pour faire un peu atterrir toutes nos intentions, la photographie, le design graphique, la typographie, l'écriture, la philosophie, l'histoire, c'était plutôt un bouquin. Donc voilà ce qu'on a fait pendant 1 an. Et on a ramené ce livre qui s'appelle Anastylose, qui a été édité, donc coédité par l'Académie de France à Rome et les éditions Fage à l'époque à Lyon. Et il est question dans ce livre d'essayer d'épuiser, un petit peu comme Pérec l'a fait, épuiser un lieu romain qui est le quartier du Champ de Mars, qui est vraiment dans le cœur historique de Rome. Là où l'empereur Auguste a fait ériger, il y a plus de 2000 ans, quelques monuments à sa gloire. Donc il y a l'Arapakis, une horloge solaire, un dallage d'horloge solaire, et puis son propre mausolée. Et donc ça c'était il y a 2000 ans, et puis 2000 ans plus tard, ou presque, Mussolini a tenté de réinvestir symboliquement cet espace et de se présenter au peuple romain comme étant le nouveau pacificateur, c'est-à-dire qui s'est beaucoup inspiré de la figure d'Auguste. Donc tout ça nous a beaucoup plu, beaucoup aidé aussi à rencontrer la ville. Et je vais vous montrer quelques images de bouquin, et puis on essaie d'être ensemble si vous voulez aussi. On l'a appelé farce archéologique, c'est vraiment ça. C'était de l'archéologie, mais sans expertise, puisque aucun de nous n'était archéologue. Mais on a quand même creusé. Ça, c'est le bâtiment, donc la Villa Médicis sur le Pincio. On voit Saint-Pierre derrière, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le bouquin se présentait un livre toilé comme celui-là, et puis Ludovic avait fini par accompagner quelques tirages avec des tirages photographiques originaux. Ils sont conservés à la BNF là maintenant. Voici la bande de bandits. Donc, moi j'ai pris cher, vous voyez depuis. Anastylose. Et ça c'était mon atelier. Je suis navré, les photos sont vraiment pas bonnes non plus, mais voilà. Et puis ici au mur, si vous devinez, le chemin de fer, en fait, tout le livre était éclaté sur les quatre parois du mur. Donc on a travaillé essentiellement dans mon atelier pendant 6 mois quasiment, et le livre s'est construit au mur, en fait. Et c'était très bien comme méthode. Donc voilà au travail. Quelques doubles pages, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait vraiment trop long, mais il faut imaginer une sorte de polyphonie, c'est-à-dire qu'on a rarement un texte unique.
la plupart du temps, on a des voix qui cohabitent. Je devrais vous montrer le bouquin, ce serait mieux. Je vais essayer de trouver. Ou alors, on peut se mettre ici. Est-ce que je suis bien là? Et pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé en tant qu'auteur. Je n'étais pas simplement le graphiste qui reçoit les textes et les images et puis qui met ça en forme, mais je faisais partie de l'équipe de conception. Donc les chapitres ont été montés aussi bien graphiquement que d'une façon rédactionnelle ou iconographique. Tout est monté, le contenu et la forme est monté en même temps, et ça c'est vraiment un luxe assez inouï. D'habitude, moi je subis, évidemment, comme tous les graphistes, on subit plus ou moins les contenus, on nous les livre et puis on ne nous demande pas beaucoup notre avis. Bon, là pour le coup, j'étais plutôt honoré de savoir que quelquefois je décidais d'une mise en forme parce que tel scénario ou telle histoire allait devoir être raconté. Ici, ce sont des voisins dans un immeuble, donc on va écouter les voix de chaque habitant de chaque étage, pendant qu'un archéologue allemand qui s'appelle Helmut Büchner, dans les années 80, a creusé dans la cave de cet immeuble-là, on le voit ici, là, au milieu du champ de Mars, pour trouver les vestiges de l'horloge solaire d'Auguste. Et donc, ici, typiquement, la mise en page était importante pour comprendre la polyphonie et puis le fait que les habitants parlaient à chaque étage. Donc, c'est moi qui ai passé la consigne à Arnaud, en l'occurrence, en lui disant bah, « Écoute, maintenant tu vas écrire les textes comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. » C'est assez inédit comme manière de procéder. C'était assez chouette. J'ai jamais retrouvé ça depuis, je peux vous le dire. Et puis, en termes de fabrication, évidemment, on a eu un peu d'argent, même pas mal d'argent avec l'Académie de France, donc on a pu produire le livre qu'on souhaitait, en fabrication, en impression, en reproduction des images. On n'a jamais eu de véritable obstacle. C'est un peu dangereux de vivre dans un tel luxe parce que la descente, la chute peut être brutale, mais tant que ça marche, autant en profiter. Bon, je passe sur le livre. Peut-être que j'avais d'autres petites choses à vous montrer ici. Voilà. Je vais aller vite. Bon, inutile de vous dire que ça a été le flop commercial du siècle, quand même, cette affaire-là. Je crois qu'on les a tous rachetés à l'éditeur avant qu'il les envoie au pilon. Donc on a été aussi les meilleurs clients du bouquin. Je vous montre. Ça, c'est un musée à Léour. Léour, c'est un quartier qui a été un quartier récent des années 20, qui a été pensé par Mussolini et ses ministres, et qui a été construit en vue de l'exposition universelle à Rome en 1942. Bon, évidemment, l'exposition universelle n'a jamais eu lieu à cause de la guerre, mais les plans étaient faits et quelques bâtiments étaient sortis de terre. Et c'est un endroit, si vous allez à Rome, bon, le centre historique c'est magnifique comme ville, mais allez à Léour découvrir ce quartier fasciste-là qui est complètement hallucinant sur le plan architectural, et puis le fait qu'il soit en même temps construit et en même temps à l'abandon, c'est assez glaçant comme vision. Très particulier. Je vous parle de ce quartier parce que j'ai dessiné un alphabet moi-même. Mussolini, comme Auguste, a repris le thème de l'inscription et de l'ornement, et il l'exigeait de ses architectes. Chaque bâtiment devait avoir une inscription exactement comme sur les temples ou sur les bâtiments antiques. Donc on a aussi un revival typographique qui est la capitale romaine, mais la capitale romaine sous le prisme moderne en fait de l'esthétique fasciste. Vous voyez ces grandes inscriptions là ici. Et donc ça c'est les architectes qui dessinaient ça sur leur plan. Et les architectes étant évidemment pas du tout typographes, à l'époque ils s'inspiraient d'un Futura, d'un sans-sérif un peu viennois, comme ça, très, très sec, très aride. C'était dessiné au papier millimétré, donc tout est fait à l'équerre, au compas.
Ça, c'est la base d'une sculpture. C'était le génie du fascisme, et puis qui ensuite a été rebaptisé le génie du sport. Mais la sculpture est toujours là, il a juste changé de nom, quoi. Et du coup, je m'étais essayé, alors moi je ne suis pas du tout designer de caractère, mais j'avais essayé de comprendre comment ces caractères-là étaient dessinés. C'était facile puisqu'ils étaient mal dessinés, donc moi avec des cercles et puis quelques rectangles, c'était à portée de main, donc j'ai dessiné un alphabet en 2 graisses. Donc il y a le génie du sport en light, et puis il y a le génie du fascisme en black ou en bold. À la stylose, à Rome. Donc, je suis rentré d'Italie en 2005 à peu près, et là j'ai rejoint l'agence donc Marge Design, qui s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs, elle a changé de nom. On a commencé on était 3, je crois, 3 ou 4, et c'était toute petite structure montante. On avait une multiprise de tables, des tréteaux, et puis voilà, on a commencé comme ça. Et c'était assez intéressant. Je suis resté 6 ans, peut-être 7 ans, dans cette agence-là. Et ce qui était passionnant, c'est de voir à quel point c'est une agence qui a très bien marché et qui est en très bonne santé maintenant. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir l'immense progression en fait entre les premières années et puis 6 ans plus tard, quand je suis parti, de voir à quel point une petite initiative comme ça était devenue véritablement plus qu'un studio de graphisme, carrément une agence, et une agence de communication véritablement. Et donc bon an mal an, je suis devenu, puisque j'étais un des historiques, un des plus anciens, le DA de la boîte, et puis à aussi chapeauter le recrutement, former les nouveaux, accueillir les stagiaires, et puis piloter des projets, etc. Donc très très loin de ce que j'avais fait, avant, énormément de responsabilités, des chantiers qui devenaient de plus en plus costauds, copieux, étalés dans le temps, complexes, avec beaucoup d'interlocuteurs. Donc là, on a tous appris, on a bien appris la vie, quoi. Vraiment ce qu'était le design graphique quand il verse du côté du service, véritablement du service apporté à une clientèle qui a des besoins, et des besoins qui ne sont pas uniquement stylistiques ou événementiels. C'est des besoins de fond, des besoins de fluidifier l'information, de rentrer dans des systèmes complexes dont les boulots n'étaient pas intéressants. Enfin, les sujets ne nous intéressaient pas du tout. Mais la mécanique, comprendre la mécanique, ça c'était passionnant, quoi. Et fatigant, mais passionnant. Je vais vous montrer juste un boulot. Je parle beaucoup et je ne montre pas grand-chose, ça c'est pas terrible. Juste un boulot de ces années-là. Toi tu l'as dit, j'avais fait beaucoup de signalétique, d'identité visuelle et de choses comme ça, mais moi ce que je retiens surtout de mon passage en agence, c'est d'avoir découvert la presse. Et la presse écrite, la presse print. Et donc je vous propose de montrer un appel d'offres qu'on a remporté pour la BNF, pour sa lettre d'information qui s'appelle Chronique, qui existe toujours d'ailleurs. Et qui, dis-moi si je suis droit. Tu peux encore avancer. Je descends un peu. Là c'est mieux. Ok. Et donc on a obtenu ce marché-là pour 4 numéros par an, je crois à peu près. Les chroniques de la BNF, donc une lettre d'information qui s'adresse à la fois, c'était un peu la complexité, au très grand public, puisqu'il y a des événements, des expositions qui sont vraiment pour tout le monde, et puis en même temps avec un public beaucoup plus pointu, des chercheurs, des gens qui viennent travailler sur le site de la BNF et puis exploiter les fonds. Donc on a mis en place cette maquette. Je ne sais pas si j'ai d'anciens numéros là. Ah voilà, la formule avant c'était ça. Quand on a récupéré le boulot, c'était ça. Bon, je ne vais pas montrer ça, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire qu'on a mis en place donc une forme de collaboration, donc évidemment avec l'équipe éditoriale à la BNF, mais surtout on leur a proposé de changer de caractère de titrage à chaque numéro. Et je crois que c'est une idée qui les a un peu branchés à l'époque. Ça se faisait un peu, mais pas tant que ça. Il y avait quelques exemples de revues qui faisaient ça. Et on a réussi à convaincre l'équipe de la BNF de dire que une de leurs missions, c'était aussi, pourquoi pas, de valoriser
La typographie qui, en France, à cette époque-là, c'était il y a une dizaine d'années, commençait vraiment à émerger, alors que pendant des années, il ne se passait pas grand-chose. Pardon si je heurte quelqu'un au passage, mais à cette époque-là, exactement quand on a repris ce magazine, on a vu arriver quand même toute une génération de gens un peu plus jeunes que moi sortir d'Estienne, de Reading, et puis arriver, monter des petites structures, des petites fonderies, et puis vraiment on a senti un renouveau de la typographie en France, et on a voulu le mettre en honneur. Donc à chaque numéro, il y a un caractère qui est... bon, ça c'est celui de Pierre Deschilot, donc lui n'avait peut-être pas besoin de publicité à ce moment-là, mais comme on était sur François Ier, on lui a demandé de nous prêter son Gararon. Et voilà, je peux vous montrer quelque chose à l'écran si vous voulez, qui parle un peu plus de la méthode. Je passe rapidement sur l'étude. Donc ça, c'était l'analyse de l'existence et le moment où on a remporté l'appel d'offres. Donc on a fait quelque chose de très, très scientifique en fait comme analyse, pour savoir qu'est-ce qui était positif, négatif, qu'est-ce qu'il fallait conserver, adapter ou carrément remplacer. Et puis voilà un document de travail. Je pense que ça peut intéresser les étudiants aussi de ne pas avoir uniquement des objets finis, mais des documents de présentation pour expliquer à un commanditaire comment, pas à pas, on prend telle ou telle décision. Donc là, sur le colonnage, sur le rectangle d'empagement, la qualité des marges, les avantages de travailler avec 7 modules, un nombre impair de colonnes. Et puis ensuite exploiter le matériel typographique qui était en place, puisque c'était Jean Widmer qui, à l'époque de la création de la BNF, du site François Mitterrand, a designé l'identité visuelle avec ce très beau logo, plus le plantain qui est devenu le caractère d'identité, accompagné d'un sans sérif qui s'appelle le corporate, si je me souviens bien. Et donc on a gardé ce patrimoine-là. Il n'était pas question de changer de dispositif typographique, il fallait faire avec. Et puis je montre des documents de boulot, là cette fois en cours de réunion de rédaction, c'est-à-dire quand on prenait le brief pour chaque numéro. Moi j'avais préparé des feuilles vierges avec mon colonnage pour pouvoir prendre des notes, placer des images, faire des croquis et très rapidement esquisser presque en direct avec le commanditaire comment on allait penser les doubles pages et les séquences, quoi. Et c'est extraordinaire la presse. Vraiment, moi je dis à mes étudiants que même si c'est un secteur d'activité qui est en très mauvaise santé financière en ce moment, et c'est indéniable, hein, c'est sûr que la presse papier se porte pas très bien, mais comprendre la mécanique de la presse, c'est un exercice qui techniquement est très très difficile. Donc quand on le maîtrise, après on est capable de tout. Sur le plan typographique, on apprend tellement de choses que ça a énormément de vertus, quoi. Comprendre la mécanique, le rapport texte-image, se mettre à la place d'un lecteur qui va découvrir un contenu et essayer de lui orchestrer ça au mieux pour que ce soit intelligible, alors qu'on est avec une telle densité, il y a tellement de choses à dire dans tellement peu d'espace, que c'est vraiment de la... quelquefois c'est des petits tours de force, quoi. Ça a l'air de rien quand on les feuillette, mais je trouve que la presse c'est l'exercice pour moi c'est un sommet du design graphique, quoi, véritablement. Pour la couverture on séchait un peu parce que on savait très bien qu'on allait avoir des documents iconographiques tout le temps. Évidemment le fond icono de la BNF est absolument génial, donc que ce soit pour les expos ou pour les documents d'archives ou patrimoniaux, on allait avoir des images plein pot, donc on était obligé de passer par un cartouche et on ne trouvait pas la forme de ce cartouche. Et à un moment je suis tombé sur cette revue, La Réalité, des années 70, je sais pas qui a fait ça, au moment où je m'étais renseigné, et un très grand format, et il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de texte en couverture, il n'y avait pas de pagination, pas de code barre, pas de prix, et j'ai trouvé ça tellement super que moi je l'ai repiqué à l'identique. On a posé un cartouche, on a pris le plantain, on a écrit chronique, mais sans aucun réglage supplémentaire, il n'y avait rien à faire, quoi. Et quelques infos, le titre, et puis basta. Et c'était voilà, la presse, il faut faire de la presse, c'est magnifique, quoi. Après, quand on maîtrise la mécanique et la gymnastique de la presse, quand on fait de l'édition, c'est presque de la récré après.
Je regarde l'heure pour voir si je déborde pas trop. Je voulais vous parler un tout petit peu de... Tu as abordé l'enseignement. Écoute, je vais simplement redire que je suis donc passé par quelques années à Amiens, à l'ESAD. Donc là, j'enseignais au niveau DNSEP, donc 4e et 5e année, le diplôme qui vaut master maintenant. Et c'était des années fabuleuses. Moi, je suis très très content aussi d'avoir, en tant qu'enseignant, d'avoir connu le design graphique enseigné en école d'art, le design graphique enseigné un peu à l'université, même si je suis plutôt intervenu ponctuellement pour des workshops, des ateliers, des choses comme ça, et le design graphique enseigné en DSA, c'est-à-dire au ministère de l'Éducation nationale aussi. C'est trois approches qui sont très très différentes, des publics, des envies, des attentes, et je trouve que c'est aussi... moi, ça a été une vraie chance quoi, d'enseigner dans différentes structures pour comprendre beaucoup de choses. Pour rester jeune, il n'y a rien de tel... Enfin, jeune, en tout cas, rester en contact avec une forme de jeunesse, c'est super. Et voilà. Et puis ensuite, je suis redevenu indépendant. J'ai quitté l'agence en 2011. Je me suis installé à mon compte, justement parce que j'avais très très envie d'enseigner. En agence, on travaillait 50 ou 60 heures par semaine, je ne sais plus. Il était hors de question d'avoir des espaces pour autre chose. Donc j'avais besoin d'enseigner, j'avais besoin de revenir à des petits objets, à une forme plus artisanale aussi. Donc j'ai fait ce choix-là. Et je me suis installé donc à mon compte. Et j'ai eu quelques clients et je continue à avoir quelques clients fidèles, pas beaucoup. Je cours pas après les projets, j'essaie de rester dans quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire quelques clients qui ont travaillé depuis quelques années, quoi. Je vous montre un boulot, peut-être pour changer un peu d'échelle. C'est quand j'ai commencé donc à travailler en freelance, j'ai rencontré une équipe hyper sympa à Pantin, juste ici à côté, qui fait un boulot admirable à l'année avec les bibliothèques du département de la Seine-Saint-Denis. Et au départ, j'ai fait quelques workshops au sein du festival. Il a lieu tous les ans pendant 2 semaines dans toutes les bibliothèques du département. Donc c'est des militants, c'est des gens qui sont complètement investis, passionnés de littérature contemporaine et qui essayent auprès du public d'essayer de porter cette littérature-là, hyper exigeante, quoi. Et de fil en aiguille, on a beaucoup sympathisé, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde et donc ils m'ont proposé ensuite de prendre en charge la communication du festival. Et on a bossé pendant 5 ou 6 ans, je crois. Donc je ne vous montre pas tout, évidemment, je vous montre deux saisons, parce que ça me tenait un peu à cœur de vous parler déjà des affiches, même si je ne suis pas un graphiste d'affiches, moi je ne suis pas très à l'aise avec ce format-là. Je ne suis pas très expressif sur la typographie, sur les mots, peu importe. Mais pour vous dire que j'avais rencontré donc Simon Roussin, un illustrateur, un dessinateur de bande dessinée. On revient à la bande dessinée, Simon Roussin qui travaille à Lyon maintenant. Et immédiatement pour les affiches et pour la communication du festival, moi je lui ai proposé de venir occuper le terrain, quoi. Plutôt que de faire le graphiste, à faire une affiche tout typo. Bon, c'est sympa, mais est-ce que ça parle vraiment aux habitants de Seine-Saint-Denis, des bibliothèques, pour venir s'intéresser à la littérature contemporaine? Ça, c'était la vraie question. Et j'ai préféré convaincre l'équipe de me laisser diriger, ou en tout cas travailler avec un illustrateur pour proposer une image qui soit pas une illustration de ce qu'est ce festival, mais plutôt une image poétique qui raconte ce département de Seine-Saint-Denis, dont beaucoup de gens ont une image complètement désastreuse, à tel point que certains habitants eux-mêmes finissent par croire à cette image un peu calamiteuse qu'on fait de leur ville, de leur paysage. Et puis avec Simon, on a commencé à cogiter et à essayer de trouver des vues un peu merveilleuses, quoi, c'est-à-dire de représenter le canal, une station de RER, un échangeur ici à Bagnolet, peu importe, la tour hertzienne au Liga, et puis de trouver simplement le petit décalage un peu poétique pour qu'on se dise « Ah putain, c'est chez moi » et en même temps « Waouh, je l'ai jamais vu comme ça ». Donc on faisait les programmes, les cartons d'invitation, les affiches, on a fait ça pendant quelques années.
Et j'étais très content de cette collaboration-là parce que moi j'ai appris beaucoup sur la couleur. Je suis comme tous les graphistes, je suis nul en couleur. Et puis la collaboration avec un illustrateur, je trouve que c'est pareil. On sort de là très grandi. D'autres choses? Quelle heure est-il? Il est 8h15. Je vais vous montrer quelques bouquins. J'ai accompagné une petite maison d'édition qui s'appelle MF, à l'époque Musica Falsa, qui était une revue, je vais les disposer ici, une revue de musique contemporaine qui a commencé à faire de l'édition, et puis bon an mal an, en fait la revue n'existe plus, mais la maison d'édition est restée. Et donc on a collaboré pendant des années, différents formats, des essais, de la fiction, de la poésie. Et bon, je ne vous montre pas les pages intérieures, mais je faisais aussi la mise en page des textes. Et puis surtout, c'était la première fois que au lieu de travailler dans l'édition avec des one-shots, c'est-à-dire penser un objet isolé, là il a fallu imaginer plutôt un principe, c'est-à-dire une collection tout simplement, avec des choses qui ne varient pas. Et puis un système qui soit suffisamment ouvert, qui ne soit pas un carcan, pour qu'à chaque nouveau thème, à chaque nouveau texte, à chaque nouvelle rencontre avec un auteur, on puisse quand même tomber d'accord sur, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une bichromie, un motif, un symbole, quelque chose. Et voilà. Bon, quelquefois ça touchait juste, quelquefois c'était moins bon, peu importe, je ne suis pas fier de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment comment un principe peut être éprouvé dans la durée aussi. Et c'est ça qui est pas facile quelquefois, de regarder et d'être encore tributaire des choix qu'on a fait quelques années auparavant et de se dire bon, si c'était à refaire, je le ferais peut-être pas comme ça, mais bon, maintenant que c'est en place, il faut faire avec. Et voilà, c'est aussi on apprend pas mal de choses, quoi. Édition ALEF. On dit qu'il faudrait que tu parles peut-être un peu plus fort. Ah oui. Oui, il y a des gens qui ont du mal à te comprendre. Ah d'accord. Je vais m'approcher un petit peu. Et je vous montre une autre collection de livres qui, cette fois, sont pour les éditions Nova, comme la radio, c'est le même groupe que les Inrecuptibles d'ailleurs. Et Nova Édition était un peu en sommeil. Pendant des années, ça s'appelait Actuel. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont suffisamment âgés pour se souvenir d'Actuel. Mais tiens, Félix, tu peux attraper le numéro qui est derrière toi, là, de Actuel, la couverture, ouais. Super. Bon, Actuel, c'était le magazine underground de la fin des années 60, début des années 70. Et qui a été pensé et piloté par un mec génial qui s'appelle Jean-François Bizot, qui est décédé il y a quelques années. Et donc, culture underground, les premières planches de Crumb arrivaient en France et c'est comme ça qu'on les découvrait. Moi, j'ai des souvenirs tout gamin, mes parents les collectionnaient, j'allais regarder les BD de Crumb quand j'étais petit. Et la mise en page était faite, donc évidemment, on est avant le Mac, tout était monté sur des films. Et par une équipe de graphistes dont on a ensuite un peu entendu parler, qui était le collectif Bazooka. En tout cas, certains étaient aussi dans l'équipe du collectif Bazooka. Un groupe de punk, tout simplement, c'est-à-dire des types et des femmes qui étaient à la fois à la création d'images, à la mise en page, et puis qui étaient là pour tout faire péter, quoi. Donc à chaque fois qu'ils intervenaient quelque part, c'était au risque et péril de la rédaction, quoi. C'était une espèce de liberté comme ça dans la presse, dans le ton et dans le registre, dans l'utilisation des couleurs, tout ça. Moi, je trouve que ça reste... bon, évidemment, c'est psyché, c'est toute une époque, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans la presse actuelle, dans la presse contemporaine, j'ai du mal à retrouver, avec les outils, maintenant qu'on a des outils formidables pour bosser, j'ai du mal à retrouver autant de jus et autant d'énergie que dans ces doubles pages-là. Bon, bref, tout ça pour vous dire que Actuel n'existe plus, le magazine, mais à cette époque-là, c'est monté donc la Radio Nova, et donc j'ai travaillé pour les éditions Nova.
Et le premier titre qu'on a voulu faire avec l'éditrice, qui n'est autre que mon épouse, Sidonie, que vous avez rencontrée tout à l'heure, c'est de donner la parole à donc, Jean Rousseau, qui est un des membres du collectif Bazooka dont je viens de parler. Et il voulait raconter ses années sur la contre-culture et raconter aujourd'hui ce qu'était et ce qu'est peut-être encore la contre-culture. Et donc, il est parti sur une espèce de somme avec 200 noms, 300 noms, je ne sais plus, 500 entrées, c'était colossal. Et j'ai discuté avec lui, c'était très sympathique. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, écoute, on va faire un bottin, on va faire un annuaire. Et il me dit, bon, ok, on fait ça, on fait un annuaire. Donc, avec l'éditrice, on a pensé ce livre-là comme étant une espèce de who's-who de la culture underground, des auteurs, des musiciens, des plasticiens. Et du coup, sur le plan graphique et typographique, je ne suis pas allé chercher très très loin. Dès que l'idée de l'annuaire et des pages jaunes est arrivée, on l'a pris un peu au pied de la lettre. J'ai choisi un caractère qu'a dessiné Matthew Carter pour l'entreprise Bell, pour les annuaires téléphoniques aux États-Unis. Et les pages jaunes, c'est un tout petit format qui se feuillette assez bien, avec un index, parce qu'il y avait énormément de choses à rentrer à la fin. Donc, voilà. Et ça m'a fait plutôt marrer. Je lui ai demandé une photo parce que je voulais que le principe de cette collection-là, c'est de montrer une image et une seule en page 1. Et il m'a envoyé une photo de lui quand il avait 12 ans ou 11 ans pour sa communion. J'ai trouvé ça super. Donc on a mis en place ce système-là. Et pour le titre, il me dit, on écrit juste contre-culture, je veux pas de sous-titres, je veux pas faire le malin avec ça. Je dis, bon, mais contre-culture, ça a déjà été vu. Il me dit, bon, démerde-toi, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, la seule petite astuce, c'est que dans contre-culture, il y a le mot con, il y a le mot cul. Normalement, en typographie, en France, on s'interdit ces césures-là parce que les logiciels interdisent de couper à con et à cul. Et je me suis dit, allez hop, on comprendra qui veut. Et pour une fois, je fais une entorse typographique et je fais une césure à con et à cul. Voilà, c'est la seule fois de ma vie, je ne ferai plus. Et on en a fait un autre avec un grand H. C'est plutôt, ce sont des histoires. Donc celui-là est bleu. Bon, la collection est née comme ça. Et là, cette fois, l'auteur, au lieu de m'envoyer une photo de lui, il m'a dit, comme je suis un raconteur d'histoire, je voudrais que ce soit Scheherazade qui raconte les histoires. Voilà. Et je vais passer un tout petit peu plus de temps, si je peux, sur celui-là, parce qu'il me plaît beaucoup. On va peut-être faire une coupure avant. On fait une coupure? Oui. Ouais. Bon. On coupe et on revient tout de suite. Ok, à tout de suite. Tout à l'heure. Je termine sur cette collection ce qu'on a appelé les petits pavés, donc aux éditions Nova. Et ça, c'est le dernier titre qui est sorti. Punk is not dead. C'est un collectif qui s'appelle donc PIND, P-I-N-D, Punk is not dead, qui sont donc un groupe d'universitaires, de chercheurs qui sont en train depuis des années de faire un énorme boulot pour collecter, valoriser et puis essayer de réunir toutes les pièces disponibles et les informations disponibles sur la scène punk en France. Et donc c'est un travail qui est fait dans les règles de l'art et avec donc des cycles de conférences un peu partout en France. Et un boulot formidable. Donc c'est notamment Luc Robben et Solveig Serre qui ont été auteurs et qui ont piloté un peu ce projet-là de livre, en demandant à beaucoup de collaborateurs, à beaucoup de copains, beaucoup d'amis d'abonder, de réunir leurs pièces et leurs informations. Et donc on a sorti ce bouquin-là sur le punk. Avant que ce soit cette couverture-là que je vous montre là, ici, au départ, c'était juste un projet. Ils avaient eux-mêmes une identité visuelle, en tout cas ils avaient un caractère qu'ils utilisaient de temps en temps. Et puis on s'est demandé si on gardait le même ou si on changeait un peu. Et puis, deuxième souci, c'est pendant très longtemps, on n'a pas eu de titre. Alors moi, j'ai travaillé, il n'y avait pas de problème pour les textes, ça arrivait, ça tombait, mais à part le nom du collectif, Punk is not dead, on n'avait rien. Et moi, ça arrive quelquefois, j'étais tellement excité de bosser sur un sujet sur le punk que j'étais à la fois hyper excité et en même temps hyper prudent, parce que sur des sujets comme cela, on peut très vite faire exactement ça, c'est-à-dire de la merde, quoi. C'est essayer de calquer une esthétique, d'essayer de s'en rapprocher. Donc j'y allais, je marchais un peu sur des œufs, quoi. Et en plus, on n'avait pas de titre. Donc j'en ai profité pour faire ce que je fais pas souvent, et ça c'est le luxe de travailler aussi avec une éditrice qui
qui accepte que le graphiste prenne aussi part à la conception éditoriale. Donc je proposais des titres en même temps que le graphisme s'est fait en même temps que finalement l'intitulé du bouquin. Donc on essayait des choses. Et moi je trouve que c'est une méthode qui est assez intéressante parce que ça fait réagir les auteurs aussi qui disent « Ah bah non, attends, ça on peut pas dire, que pense ce type, bon, ok ». Mais je trouve que le graphisme peut aussi servir à faire émerger le contenu quand on n'arrive pas à le formuler et que le brainstorming et que le café ne suffit pas. Quelquefois, il faut des formes typographiques, même si elles sont posées d'une manière très grossière comme ça, pour provoquer des réactions et essayer de trouver de A comme abattoir à Z comme zombie, lexique franco-quepon, le punk facile. Et puis finalement, tout ça, c'est encore une fois, c'est toujours la grande boucle, c'est-à-dire qu'on va très très loin, enfin en tout cas on s'éloigne beaucoup, et puis on revient à l'évidence, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment intitulé Punk is not dead. Maintenant, moi j'en avais marre de ce caractère-là, je l'avais trop vu, et puis en plus je ne voyais pas trop le rapport avec le punk, donc j'ai commencé à me documenter aussi, et eux m'ont fourni des documents sur l'iconographie en fait, qui tourne autour du punk en France, quoi. La fameuse bière Alstar, la bière des stars bien sûr, qui est devenue la 8-6 maintenant, qui a changé un peu de nom, et puis le do-it-yourself, quoi. Je connaissais un petit peu l'aventure évidemment des fanzines punk de la fin des années 70, début des années 80, mais je me suis vraiment intéressé à ce qu'était cette entreprise Lettres à 7, l'entreprise anglaise qui est née en 59, et quelle était cette technique-là du lettrage, de la décalcomanie. Ça c'est Colin Bringhall, ça c'est les créateurs de Lettres à 7. Et puis la philosophie qu'il y avait aussi avec ça, c'était faites du graphisme chez vous, vous-même. Vous n'avez plus besoin d'avoir les moyens de vous payer une composition au plomb, ça coûtait très cher, ni même les compétences de travailler en photocomposition. On vous fournit des planches de lettres adhésives et vous allez pouvoir maintenant faire vous-même du design à la maison, quoi. Je pense que pour les punks, les DA, les artistes, je sais pas quoi, les gens de l'époque, ça a dû être absolument révolutionnaire, quoi, de voir arriver ce matériel-là à disposition, aussi simple à manœuvrer. Et la deuxième chose, c'est que Lettres à 7, en plus de cette technique-là, simple, chic et pas chère, a proposé un catalogue typographique qui était complètement hors des clous, quoi. Les caractères à disposition n'avaient rien à voir avec ce que proposaient les fonderies, les marchands de caractères à l'époque. C'était quand même assez gonflé dans les choix, quoi. Moi, je pense qu'on peut expliquer une grande partie de l'esthétique punk par les choix qui ont été faits par l'équipe artistique de Lettres à 7, quoi. Vachement intéressant. Malcolm Garrett, c'est lui qui a créé donc, le fameux logo du groupe Buzzcocks, avec un caractère, voilà, le fameux compacta, décidé par Fred Lambert. Et donc ce compacta là, qui est effectivement fameux, ben voilà, au bout d'un moment, il faut se plier à l'évidence. Donc j'ai été chercher ce compacta qui s'est très bien comporté assez vite, qui est assez aride, assez malhabile, il n'est pas très bien dessiné, comme sans sérif condensé, mais il a cette énergie-là, Punk is not dead. Et je voulais en plus qu'on ait une petite allusion à la composition Lettres à 7, c'est-à-dire des lettres qui ont été ôtées. Voilà. Et donc les lettres qui ont été prélevées ici, évidemment peintes, on les retrouve collées sur le dos, et donc c'est le nom du collectif. Petit bouquin simple mais assez chouette, j'étais très content de faire ça avec eux, ça s'est bien passé. Donc voilà. Alors j'arrête là où je dis quelques mots sur mes recherches à venir, peut-être pas, une minute, je ne vais pas montrer de choses, vous les voyez peut-être au mur, je ne sais pas si vous avez pu regarder un peu ça. En deux mots, à partir d'octobre prochain, donc je démarre, comme tu disais Félix, un projet de thèse de doctorat qui va être mené donc, en typographie et en épigraphie. Et le sujet porte sur quelque chose que j'ai remarqué il y a quelques années. Je suis breton d'origine, je pense que certains le savent. Et à la fin du siècle, du 19e siècle,
les marins, pêcheurs du Finistère, de Bretagne, de France ont eu une obligation qui était d'immatriculer les bateaux. Voilà, immatriculer les bateaux, en 1852 exactement. Et cette loi qui a été passée par Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, a créé quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'au lieu de se retrouver avec une immatriculation très standardisée sur les bateaux, très rapidement, les marins de différents ports se sont saisis de cette contrainte-là et de cette obligation légale pour détourner un tout petit peu le brief, je dirais, en faisant des inscriptions ornementales complètement farfelues, très reconnaissables d'un port à l'autre, très personnalisées. Et donc je suis en train, depuis quelques années, de collecter énormément d'images, donc des images qui datent un peu avant 1900, et d'essayer de collecter, de réunir un corpus pour ensuite étudier, sans doute redessiner aussi les signes qu'on trouve sur les chaloupes. Alors, les photos ici. Là, j'ai demandé à quelques copains d'enquêter avec moi, parce que évidemment les photos ne sont pas toujours de très bonne qualité, donc il faut interpréter les signes. Ici, il y a de la gothique manifestement, mais la photo est tellement mauvaise, l'angle est pas génial non plus, donc il faut essayer de trouver une espèce de protocole pour consigner et développer une typologie de ces caractères-là. Voilà. Et donc à terme, j'aimerais essayer de savoir s'il y a eu des phénomènes de contagion d'un port à l'autre. Est-ce qu'il y a eu des marins graveurs qui se sont spécialisés en fait dans l'art de graver ces chiffres et de leur donner des formes un peu inédites? Est-ce qu'il y a eu des interventions professionnelles, de peintres en lettres, de gens qui s'occupaient des enseignes par ailleurs, qui ont pu peut-être intervenir dans cette histoire-là? Mais voilà, ça m'excite énormément, ça va m'occuper pendant les prochaines années, je pense, toute ma vie. Donc je lève le pied sur les travaux de commande, je garde un peu l'enseignement évidemment, et puis je vais donc à 40 balais, je termine sur le sujet, je vais à nouveau pratiquer le design graphique, mais d'une manière complètement différente. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci Félix et Manuela de m'avoir invité. Merci Thomas, hein, c'est un vrai plaisir d'être accueilli à ton atelier. Et c'est bien qu'on voit un peu l'ambiance aussi sur les images qui ont été diffusées. Du coup, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Johan, il y en a certainement plein. On fera comme la dernière fois, vous les postez, et moi je vais donc les lire. Comme ça, Johan peut vous répondre. D'accord. Voilà, en fait, c'est une question, c'est même presque moi qui l'aurais posée. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement l'épigraphie? Alors l'épigraphie, c'est une branche de la paléographie, on peut dire ça. La paléographie s'occupe, donc c'est l'étude des textes anciens. Et l'épigraphie, c'est appliqué aux inscriptions et seulement aux inscriptions. Donc l'épigraphie, c'est la science donc, qui s'occupe de collecter, de consigner, de comprendre et d'interpréter les inscriptions. Généralement, on restreint le champ de l'épigraphie aux supports qui sont des supports pérennes, c'est-à-dire la gravure sur pierre, la gravure sur métaux. Et donc là, moi, c'est une matière qui est plutôt une matière meuble, puisque c'est du bois, et que ces chaloupes-là, ces bateaux de pêche-là n'existent plus. Donc je travaille non pas d'après des artefacts ou des objets qui existent encore, mais d'après des photographies. Donc c'est à la limite de l'épigraphie, mais on reste quand même dans le domaine du message écrit. Voilà. Le message écrit, soit sur un fronton, soit sur un temple, soit sur une église, soit sur une pierre tombale, soit là en l'occurrence sur la coque d'un bateau. Voilà. Gravé quoi. Gravé. Oui, voilà. Gravé et peint. Ouais. Okay. Tout à fait. Donc, si Johan aurait un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer, enfin, c'est une question, est-ce que tu as un conseil? Tout à fait, j'ai même carrément des outils. Premier outil du graphiste, premier investissement, ça coûte pas cher, c'est très bien. Ça permet de faire un bon devis, une bonne facture,
Et même si vous êtes un super graphiste, de ne pas voir votre boîte couler au bout d'un an parce que vous êtes nul administrativement. Vraiment. Ça, c'est le gros risque. Dans le même genre, j'ai un autre outil pour les graphistes, pareil. Ça s'appelle un calendrier, c'est offert, généralement. Donc se situer dans le temps, se situer dans l'espace et avoir un rapport franc à l'argent, si vous voulez être indépendant, c'est juste essentiel, quoi. Après, vous pouvez être bon graphiste, bon en typo, avoir du sens de la couleur, de la composition, etc. Tout ça, c'est super, c'est ce pourquoi on fait ces métiers-là. Mais ne vous faites pas avoir avec des bêtises qui sont celles de ne pas pouvoir, je sais pas, gérer son fric, gérer son temps, gérer ses relations avec les clients, parce que du coup, c'est une histoire qui est tout de suite voilà, qui est interrompue pour de très mauvaises raisons, quoi. Donc, voilà. Et puis ça, des bouquins. C'est cher les bouquins, je sais bien, mais il y a un effort à faire. C'est un outil de travail, bien plus que ces bestioles là quand ça marche. Les bouquins, ça marche tout le temps. Et moi, je crois qu'il faut maintenant se dire aussi que le métier du graphiste, je pense, a pris une belle et bonne tournure, moi je trouve. À mon époque, c'était encore quelque chose. Enfin, je dis à mon époque, je n'ai pas 60 balais non plus, mais il était question d'artisanat, de petites formes peaufinées, des choses très travaillées, très plastiques, etc., etc. Et je trouve que sa tournure maintenant, en tout cas qui ose devenir aussi un sujet un peu intellectuel, un peu réflexif, qui n'a plus honte de parler de lui-même et même de dire que les graphistes ont aussi un point de vue quelquefois sur les choses, sont capables de parler de leur travail, de leur méthode et de connecter des choses dans le temps, dans l'espace. Moi je trouve que ça c'est formidable. Donc des bouquins et puis de quoi avoir les pieds sur terre pour que financièrement l'aventure continue. Ça c'est important. Ouais. Il y a une autre question complètement différente. Quel est le nom du festival pour lequel tu as travaillé avec cet ensemble pour les affiches? Alors ça s'appelle donc le festival littéraire hors limite. Est-ce que je suis bien là? Ouais. Encore un peu plus haut. Le festival littéraire hors limite, donc malheureusement avec l'épisode du Covid au printemps, la dernière édition a été annulée, ils ont reporté, donc j'espère que cette année ils vont pouvoir tenir ça. Généralement les dates, donc ça se passe sur 2 semaines et c'est au mois de mars dans quasiment toutes les bibliothèques du département qui sont partenaires du festival. Et vous pouvez aller sur leur site internet pour aller voir la programmation, c'est de très haut vol. Y a-t-il des livres sur le graphisme ou la typo qui sont importants à lire? Ouais, évidemment. Pour commencer, hein. Ça c'est ma petite sélection pour les étudiants. Je propose ça aux miens chaque année. Moi, je trouve qu'avec ça, c'est un très bon début. Et il n'y en a pas pour trop cher. Vous commencez par lire Chirold, même si c'est maintenant un vocabulaire qui est un peu désuet, c'est une autre époque. Mais les conseils sont toujours aussi simples, bourrés de bon sens. Et franchement, si vous commencez par ne serait-ce qu'appliquer à la lettre, ou vous entraînez à appliquer à la lettre les préceptes de ce cher Jan Chirold, c'est déjà pas mal. C'est même déjà très très bien en fait. Ensuite, la très belle maison d'édition B42 a eu l'excellente idée enfin de traduire les textes qui n'existaient qu'en anglais ou en allemand. Et je vous conseille donc de lire le livre de Robin Kinross et pourquoi pas le livre de Joost Oschuli sur le détail en typographie. Ils sont pas chers, ils sont très bien maquettés, c'est délicieux à lire, c'est assez drôle en plus, c'est vraiment très bien. Et moi j'ai une affection particulière pour le livre de Robert Bringhurst, qui est un peu plus ardu, mais qui donne d'excellents conseils en typographie aussi, en mise en page. Vous avez tout, le colonnage, les formats, les échelles de corps, les échelles de graisse, la microtypographie, un peu d'historique, quelques conseils.
C'est un peu plus hard et celui-là n'est pas traduit en français, il faut le lire en anglais. L'avantage c'est qu'il est mis à jour, vous voyez il y a des éditions, des versions, là, moi j'ai la 3.2, je crois qu'on en est arrivé à 4 ou plus. Et donc il est régulièrement mis à jour et franchement, si tout le monde avait au moins ces 4-là sur sa table de chevet, la typographie, en tout cas la mise en page serait assurée, quoi. Merci. Il y a une question qui m'est posée en fait de la part de Chérine. La présentation était très intéressante, cependant je ne vois pas comment faire une synthèse critique là-dessus. Auriez-vous nous orienter ou nous conseiller? En fait, commentaire critique, il ne faut pas avoir peur. En fait, il s'agit qu'il y a une trace, parce que je suis bien obligé de vous noter. Hein. C'est difficile de noter un auditeur d'une conférence, mais c'est le système de l'université, il est comme ça. Du coup, je demande une trace pour chacune parmi vous. Et il s'agit de faire un petit résumé de ce qui a été dit, de la conférence. Il y a quand même une structure assez claire, des projets qui ont été montrés, des étapes dans une biographie, etc. Donc, ça sera à faire un petit résumé de ça. Et puis, vous en avez certainement tiré des choses, enfin, on a certainement appris des trucs, si on est un peu intéressé par le sujet. Peut-être on peut, dans une conclusion, devenir donc un peu plus personnel, en disant ce qu'on a tiré de cette présentation, et éventuellement vous aurez aussi un avis dessus sur ce travail. Ça vous a intéressé, ça vous a plu, est-ce que vous avez des choses à critiquer? Voilà, ce sera à peu près le contenu d'un petit texte que j'appellerai commentaire critique. Ça peut tenir sur 2 pages environ, si vous pouvez aussi mettre des images. Hein. Voilà. J'espère que je réponds à cette question. Sinon, il y avait une autre question. Est-il encore possible de travailler sur papier dans ce milieu et vraiment le moins possible sur l'ordinateur? Graphisme, illustration, édition. Moi, je pense qu'il faut pas trop, à la fois, il faut pas trop se faire d'illusions. Enfin, voilà, c'est un état du monde, c'est ce qu'il est. Maintenant, on travaille tous, on est bon, et je vois pas pourquoi on ferait machine arrière de ce côté-là. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut continuer de travailler avec ces outils-là, qui sont extrêmement performants, sans les subir, quoi. Et moi, je pense que ça, c'est une question d'hygiène personnelle et puis presque de résistance, ou en tout cas de lucidité par rapport aux outils, quoi. Parce qu'évidemment, si vous pliez à chaque fois que le Mac vous parle ou qu'un logiciel vous donne une fonction, effectivement, à ce moment-là, vous perdez la main sur votre production, ça c'est certain. Mais donc voilà, du recul sur ces outils-là, puisqu'ils sont des outils qui ont un grand pouvoir statique, quoi, qui peuvent complètement prendre les commandes, c'est tout. Mais pour rien au monde, moi je reviendrai en arrière. Enfin, c'est quand même formidable de pouvoir jongler avec le texte, avec les images, d'être aussi réactif, de partager les choses comme ça, c'est très bien. Moi j'en parlais beaucoup avec les dessinateurs de caractères parce que je sais que dans ce métier-là, là pour le coup, effectivement, il peut y avoir une vraie violence entre une tradition calligraphique, c'est-à-dire une tradition du dessin et puis de la création de caractères par le geste. Et puis aujourd'hui des outils, moi je ne suis pas très à la page, mais des outils maintenant de production typographique qui sont absolument délirants, quoi. Et c'était assez intéressant ces débats-là entre designers, ceux qui allaient de bon cœur et puis d'autres qui étaient un peu plus prudents avec ce matériel-là. Moi je pense que non, mais ça n'empêche pas de dessiner, tout simplement. Un carnet de croquis, un crayon, faire des photos, faire des images, tout ça, c'est... je pense qu'on a une relation saine avec les outils une fois quand on passe vraiment de l'un à l'autre sans se poser la question, quoi. Sans se poser vraiment la question. Il y a Jérémy qui insiste. Est-ce que tu travailles aussi sur des projets numériques? Oui, non, pas personnellement.
Non, pas personnellement. Si, je vais commencer un livre qui va... c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque c'est un livre qui n'a pas encore le budget de fabrication. Donc, avec mon commanditaire, on se lance dans le projet. Et le projet est donc de faire un livre qui d'abord sera un PDF enrichi, c'est-à-dire un PDF interactif avec des hyperliens et puis une navigation. Donc un PDF, un livre digital d'abord, et qui ensuite, si un jour ils ont le pognon, deviendra un livre print. D'accord. Et je trouve que la contrainte est vachement intéressante parce qu'il faut quand même anticiper les deux. Mais non, concrètement, je ne le fais pas. Mais bizarrement, je l'enseigne. Donc c'est un peu étrange. Mais à Montreuil, ici, la spécialité design éditorial est appliquée au print et au digital. Donc quand on aborde les travaux numériques avec les étudiants, l'édition numérique, à ce moment-là, on fait appel à des intervenants extérieurs. Je travaille avec des gens qui viennent nous parler de la refonte d'un site mobile, des comportements, de la lecture à l'écran, etc. etc. Mais je suis moi-même pas... Je ne pratique pas. D'accord. Voilà. Et sinon, il y a eu d'autres questions sur les livres, sur la typo. Pourrez-vous nous recommander des livres sur la typo? Donc, on a vu quelques-uns. Ouais. Il y a d'autres livres, par exemple La Fontaine aux lettres, Ouais. de Job Pollen, et enfin, ce sont deux auteurs néerlandais. Ouais. Il y en a une trente, je sais pas. Ouais, voilà, en fait, il y a Grid System, qui à mon avis est un peu la bible pour la mise en page, les systèmes de grid de Müller-Brockmann. Oui. Mais en fait, si vous voulez, je peux vous rassembler une sorte de bibliographie, parce que c'est effectivement des bonnes questions, c'est les livres sur la typo et le graphisme en général. Il y en a plein, hein, on va peut-être maintenant pas toutes les citer, Non. et je ne pourrais pas vous dire les références exactes, mais je vais m'en occuper. Et je vous ferai parvenir une bibliographie. Peut-être pas tout de suite là, mais on a encore un semestre devant nous. Mais c'est promis, je vous ferai une liste bibliographique. Ouais. Voilà. Comment se débrouiller au niveau de nos tarifs lorsqu'on est graphiste freelance? Merci pour tous ces conseils. J'ai toujours les mêmes questions, chaque année quoi. Et j'ai les anciens étudiants qui m'envoient des mails pour que je relise des devis, etc. Oh là là. Mon Dieu, quel casse-tête. Alors pour estimer son travail, il faut être honnête avec soi-même déjà. Quand on débute, on est débutant. Même si on a une très haute opinion de ses qualités, etc., il faut savoir qu'on est quand même un débutant. Donc un débutant ne pratique pas les mêmes tarifs journaliers que quelqu'un qui a 5 ans de métier, 10 ans de métier, 20 ans de métier, c'est bien normal. Donc la première chose à faire, je pense qu'il faut, en fonction de son niveau de diplôme et puis son expérience professionnelle, avoir une idée de l'enveloppe, en tout cas du tarif journalier. Il peut se situer entre 200 250 euros par jour quand on commence, et puis ensuite, si ça va bien, et expliquer patiemment à ses clients qu'il est temps de gonfler un peu son tarif, passer à 300, 400 euros par jour, et puis ensuite, avec quelques années, aller chercher encore au-delà. Bon, ça dépend. Mais donc, il y a cette notion de tarif journalier, là, mais qui est un peu trompeur, parce que les graphistes, on sait très bien qu'ils ne sont pas payés à l'heure, quoi. Ça se saurait. On serait tous très très riches, je pense. Mais c'est une base. C'est simplement pour se dire, bon, bah, ce boulot-là, je sais que je vais avoir telle phase, une phase 1, je vais avoir une présentation, un rendez-vous, une prise de brief. Je reviens 2 semaines plus tard, je présente des choses à nouveau, et essayer de phaser le projet. C'est ça qui est important, c'est de phaser le projet dans le temps pour savoir réellement combien de temps ça va vous occuper. Même si un projet s'étale sur 6 mois, peut-être qu'effectivement vous allez travailler que 20 jours dessus. Et à ce moment-là, sur 20 jours, vous pouvez appliquer ce tarif journalier. Ça, c'est une méthode de calcul. La deuxième méthode de calcul, qui est une autre, c'est de travailler, mais peut-être pour d'autres projets, en droit d'auteur et exclusivement en droit d'auteur. Et c'est possible. Ça dépend des commandes. Je pense que les illustrateurs, par exemple, ou les graphistes qui ont un travail qui est plutôt de l'ordre de l'affiche, de quelque chose d'expressif, des choses un peu one-shot, peuvent aussi décider de sommes forfaitaires pour un événement et dire, bon, bah écoutez, cet événement-là, qui aura lieu donc une fois par an, pendant 2 semaines en Seine-Saint-Denis, moi j'ai besoin de temps pour payer mon illustrateur, j'ai besoin de temps pour moi, je sais que c'est un boulot que je connais très bien, avec 4 000 euros ou 5 000 euros, c'est bon, on le fait. Et quels que soient les aléas du projet. Et
Et voilà, et je pense que moi, quand j'ai du mal à chiffrer un projet, j'essaie des deux méthodes. La méthode journalière, un peu horaire, et puis une autre méthode qui est une approche plutôt forfaitaire, et puis voilà, de l'idée que je me fais aussi de la capacité d'investissement du client, parce que ça c'est toujours un peu piégeux. Votre commanditaire vous dira jamais bah, j'ai tant pour ce projet-là. Il ne faut pas que ça se passe comme ça, c'est au designer de déterminer son tarif, quoi. Et quand vous cumulez ces deux approches-là, vous allez tomber peu ou prou dans un tarif un peu médian, et il faut tenter le coup. Bon, on se plante, hein, les premières fois on se plante, on n'est pas assez cher, Ou alors quand on augmente les prix, à ce moment-là on est trop cher, et puis il y a un projet qui nous passe sous le nez, bon bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On apprend. La seule consigne, moi je vous dis, faites des devis les plus détaillés possibles. Un devis, même pour quelque chose de simple, peut rapidement prendre 2 pages, 3 pages. Moi ça ne me choque pas du tout de rentrer dans les phases, de dire bon bah voilà, cette phase-là, elle comporte tel élément, elle exige tel type de rendu, tel type de proposition, etc., etc. Comme ça, on ne sait jamais, quoi. Évidemment, quand tout se passe bien, c'est super, et personne n'a envie d'être procédurier dans l'âme. Mais si à un moment ça dérape et que le projet vous prend 4 fois plus de temps que prévu, il faut un document un peu officiel pour se référer à cette trame-là et se dire je suis désolé, je ne voudrais pas être l'emmerdeur de service, mais on n'est pas du tout dans ce qu'on s'est dit au départ, donc il faut revoir la chose. Le devis, quoi. Et aussi définir les limites des prestations. Ouais, complètement. Ça, c'est aussi très important de dire voilà, ce prix contient telle et telle prestation. Après, les allers-retours de correction, par exemple, pour un document d'édition, un livre, par exemple, il peut y avoir des gens qui après n'arrivent pas à corriger. Donc, il faut définir ce prix contient donc 2 allers-retours de correction, par exemple. Ouais. Et tout le reste est après facturé en supplément, où ce prix ne contient pas le dessin de plan ou d'illustration, parce que ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps, ou voilà, ça c'est pas très important de dire, voilà, mon tarif il se limite à un certain nombre de prestations. Oui, mais il faut je suis complètement d'accord. Et il ne faut pas avoir peur d'être clair. Enfin, franchement, la clarté, c'est profitable à tout le monde, quoi. Et même si votre commanditaire il tique un peu parce qu'il trouve ça très formel au départ et qu'il aurait aimé que ça se règle avec une poignée de main et puis un coup de rouge, bah non, on essaye de faire ça un peu bien, et je pense que il faut un cadre au projet. Et puis en plus ce cadre-là, en plus d'être un cadre financier, c'est aussi un cadre méthodologique. Rédiger un projet, un devis, c'est déjà être dans le projet et déjà être dans la conception de ce projet-là. Pardon. Il y a plein de questions qui arrivent là. Justement, un petit conseil quand on est bloqué dans son projet. Difficile. Je sais pas. Évidemment, solliciter de l'aide, tout simplement, ou en tout cas des avis. Si c'est pas de l'aide, au moins quelques avis, ça c'est certain. Ne pas hésiter à partager ça, même un moment de détresse, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Et puis après, il y a une autre technique aussi, c'est tout simplement de laisser reposer, quoi. Et si une journée ça va pas et que vous faites n'importe quoi, ou que pendant une semaine vous avez bossé nuit et jour et qu'en fait vous vous apercevez que ce que vous aviez fait la semaine d'avant c'était mieux, et ben voilà, c'est à mettre à la colonne des pertes et profits, c'est comme ça. Le métier est fait aussi de ça, il faut l'inclure peut-être et l'imaginer. Il nous arrive, à nous, designers, graphistes, de ne pas être performants à 100% tout le temps, quoi. Et loin de là même. Donc quelquefois, au bout d'un moment, il vaut mieux aller marcher, je sais pas, marcher on peut pas, bientôt peut-être, faire autre chose. Et puis de toute façon, il faut faire confiance aussi, le cerveau est une machine très bien faite. Dès que vous avez une question en tête, de toute façon, même si vous n'y pensez pas à votre projet, je peux vous dire que ça travaille. Et il vaut mieux peut-être quelquefois, effectivement, aller bouquiner, prendre autre chose. Et 2 jours plus tard, vous revenez, vous ouvrez votre Mac, vous reprenez votre fichier, et puis là, tac, c'est bon, vous l'avez. Parce que vous avez travaillé sans y penser. Vous avez réfléchi sans y penser. Vous avez pensé sans réfléchir. Est-ce que c'est difficile de trouver un travail après avoir fait une formation en graphisme et en typographie? Ça, je sais pas.
Oui, non, mais les clients, les commanditaires, les commandes, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, c'est certain. Maintenant, tout dépend de son niveau de sociabilité, de sa capacité à se rendre indispensable, disponible et indispensable. Moi, j'ai pas de recette miracle. Je me méfie plutôt des plateformes qui proposent des offres de boulot, etc. À chaque fois qu'un étudiant me dit qu'il a vu passer un appel à candidature ou un truc comme ça, bon, j'ai plutôt des réflexes de prudence, mais en même temps, il faut bien démarrer quelque part. Il faut savoir que le plus dur, c'est de démarrer. Évidemment, le plus dur, c'est de démarrer. Parce qu'après, quand vous avez fait un beau boulot, même si vous ne gagnez pas votre croûte sur le premier boulot, et ben ce commanditaire-là, il se souviendra de vous, il va vous recommander, votre boulot va circuler, vous ferez une petite réputation d'être quelqu'un de bosseur et qui lâche pas l'affaire. Moi, je crois que moi, ça a été hyper dur les premières années, alors que je sortais quand je suis rentré d'Italie ou que je suis sorti de la NRT, personne ne m'attendait avec un tapis rouge et il a fallu trouver les premières clientes, commandes, clients et commandes. Et après, ça fait boule de neige, quoi. Mais il faut serrer les dents au début, c'est pas facile, c'est sûr, c'est pas facile. Et puis je crois, peut-être si j'ai encore une minute, je crois qu'il faut aussi être très très modeste au départ et ne pas s'attendre à avoir tout de suite la commande du siècle, un truc hyper intéressant, vachement visible, très médiatisé. Quelquefois il faut ouvrir un peu les yeux, regarder autour de soi et peut-être que le garagiste en face ou le boulanger ou machin, ou je sais pas qui, tout le monde a besoin de signes, on a tous besoin de signes, on est dans une société comme ça où de toute façon on communique quasiment autant qu'on produit et peut-être même beaucoup communiquent plus que ce qu'on produit. Donc, malgré la crise, je pense que la communication n'est pas en crise et peut-être parce que la communication n'est pas en crise. Donc pour les graphistes, ça reste quand même une opportunité d'aller à l'encontre des gens qui ont besoin de signes pour exister, et je pense qu'il va y en avoir, quoi. Je sais pas, maintenant on va imaginer comment vont se sortir les commerçants, les libraires, les bars, les restos de cet épisode-là. Pour ceux qui seront encore debout, il va peut-être falloir aller leur filer un coup de paluche, quoi. Et sans faire de l'humanitaire, plutôt que d'être engagé contre le racisme ou contre la guerre, peut-être que la place du designer aujourd'hui, c'est d'être engagé pour ça, quoi, et se rendre utile auprès de commerçants qui maintenant ont besoin de se remettre à flot. Et ça, c'est des petites commandes, c'est vite fait, et ça peut être très très bien fait. Et ça peut être un super point de départ, quoi, pour ensuite taper dans des projets plus grands, C'est une idée. Ouais, en tout cas, plus qu'on a montré, plus qu'on a déjà fait, même si c'est des boulots parfois un peu modestes au niveau budget, mais si c'est un travail intéressant, on peut le montrer et ça mène souvent à d'autres travaux, à d'autres commandes. Oui. Avez-vous eu de périodes de doute et de baisse d'activité? Ah oui. Ah ouais, tout à fait. Ouais. J'ai même eu un sacré coup de chaud parce que j'ai eu une année, ça c'est un autre danger, bon c'est un peu, je vais pleurnicher, mais j'ai eu une énorme commande il y a quelques années, une commande à l'étranger, une commande qui venait de Suisse. Et je peux vous dire que les tarifs en Suisse, c'est pas la même chose qu'en France, et j'ai eu un apport financier colossal. Voilà, pour un boulot qui en France aurait dû être payé, je sais pas, a été payé quasiment 10 fois le prix. Bon, tant mieux, super. Sauf que quand vous gérez même une petite entreprise individuelle, avoir un chiffre d'affaires comme ça qui fait ça une année, ça peut être redoutable, quoi. Et l'année d'après, je suis retombé plutôt dans les clous, c'est-à-dire dans les chiffres que je faisais les années auparavant, et peut-être même un peu moins. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. En fait, la gestion, effectivement, c'est ça. C'est un graphiste indépendant, quelquefois, parce que moi je ne suis pas très sérieux en facturation, pendant 6 mois, je n'ai pas de rentrée d'argent. Pendant 6 mois, je n'ai pas de rentrée d'argent. Comment tu fais pour vivre? C'est parce que début juillet, je me décide enfin d'ouvrir mon carnet de compte et de relancer les factures. Et puis en juillet, je gagne 30 000 balles. Et à ce moment-là, il y a d'autres gens qui me disent « Ah putain, t'es vachement bien
vu, ça gagne super bien, un graphiste, t'as facturé 30 000 balles en juillet. Bah oui, mais bon. Et donc, c'est. Voilà, moi je peux pas. Voilà, si cette chose-là vous effraie, les montagnes russes financières, les coups de chaud et les stress, bah, ne soyez pas indépendant. Il faut se connaître un peu, quoi. Et le salariat offre au moins cette paix-là. Donc si vous êtes allergique administrativement et que vous êtes stressé avec le fric, ne soyez pas indépendant. C'est un bon conseil. Voilà. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Oui, mais c'est une paix, c'est une liberté qui a un coût, quoi. C'est évident. Ouais. Est-ce que tu fais du travail bénévole? Ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait justement pour cette association là, du Festival Hors Limite, une année, je leur ai proposé, cette fameuse année là, je leur ai proposé simplement d'être mécène. Donc comme c'est une association qu'on appelle d'utilité publique, je crois, je leur ai simplement offert ma prestation. Voilà. Mais ça fait longtemps que j'ai pas... Oh, je sais pas. Oui, je fais du bénévolat tout le temps, puisque j'ai toujours quelqu'un qui m'appelle pour me demander un service, un copain, quelqu'un. Je passe mon temps à filer des coups de main. C'est ça le bénévolat du graphiste. Mais non, c'est une bonne question, effectivement. Il y a cette histoire de mécénat de compétences qui a ses limites aussi, il ne faut pas en abuser, mais parfois ça peut être une manière de s'impliquer et de dire bon, ben voilà, moi je peux contribuer à un événement que je trouve valeureux, vertueux, en offrant une prestation. Ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Et justement, ça fait des belles choses à montrer. Et en compensation, effectivement, on a les coups des franches, c'est-à-dire que on se paye un peu de liberté d'agir, et en général, la production elle est payée pas mal. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, donc là je ne vois plus de nouvelles questions, à moins que les choses qui concernent le cours. Donc je vais peut-être répéter rapidement par rapport au rendu de ce fameux commentaire critique. Donc c'est fixé maintenant au mercredi 6 janvier, au plus tard. Donc vous aurez les vacances de Noël pour le finaliser, sachant qu'il y aura une conférence encore dans 15 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu le début, ce sera donc Camille Baudelaire qui a heureusement accepté de refaire une conférence qui sera, nous espérons, bien diffusée. Donc elle aura donc lieu le 10 décembre à 19h. Donc voilà, il y aura cette conférence-là. Après, vous aurez le temps pour finaliser les commentaires critiques. Et ce sera donc à rendre sous forme d'un PDF envoyé à mon adresse, mais de toute façon, ceux qui sont inscrits, j'ai vos adresses mail. Je vous ferai encore un mail de confirmation de cette date-là, et donc vous pourrez m'envoyer les PDF avant le 6 janvier. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on va peut-être terminer pour ce soir. Je remercie encore beaucoup Johan pour cette belle présentation. Et passez une bonne soirée. Oui, on se voit soirée. donc dans 15 jours. Au revoir. Bye bye.